En 1977, un scénario d'épouvante se trame aux Pays-Bas. 60 adultes et plus d'une centaine d'enfants sont pris en otage simultanément et menacés de mort. La crise s'intensifie et les négociations échouent. L'escouade antiterrorisme d'élite Royal Dutch Marines est déployée sur les lieux. En cette ère de violence, des quatre coins du globe, une nouvelle race de guerriers naît. Armés jusqu'aux dents et ayant subi une formation sans pareille, ces hommes d'exception triés sur le volet doivent remplir des missions secrètes où leur vie est souvent en jeu. Voici les dangereuses missions spéciales de ces commandos. Comme chaque matin, des dizaines de passagers montent à bord du train de banlieue reliant Rotterdam et Groningen. Ce matin-là, leur routine sera brutalement chambardée. Annie Brower est parmi les quelques 60 passagers à bord. Le train s'est brusquement arrêté près de Haren. J'ai tout de suite senti qu'il y avait un grave problème. 9 terroristes lourdement armés se ruent dans l'allée centrale. Ils semblent être d'origine moluccoise. Les Moluccois forment une importante communauté ethnique aux Pays-Bas. Ils ordonnent aux passagers de recouvrir les fenêtres de journaux. L'équipage et les passagers des premières voitures parviennent à s'échapper. Ils informent immédiatement les autorités du détournement. Des policiers, des militaires accourent sur la scène pendant qu'un comité de gestion de crise se réunit à La Haye. Toos Faber était alors porte-parole du ministère de la Justice. On nous a informé qu'un incident impliquant un train de banlieue s'était produit dans le nord-est de la Hollande et que notre présence immédiate était requise. À 25 km du train, les cours débutent pour les enfants d'une école primaire de Bovensmild. Un second groupe de terroristes envahit alors l'école. Les hommes prennent en otage les 105 enfants et leurs professeurs. Le directeur, F. van der Vliet, est immédiatement isolé du reste du groupe. Ils ont sorti des armes à feu. L'un d'eux m'a mis un pistolet sur la tempe et il m'a dit « Ceci est une prise d'otage ». C'était affreux. Pour les policiers qui arrivent sur les lieux, la situation est alarmante. Ils entendent les cris des enfants derrière les fenêtres placardées de journaux. Lorsque nous avons appris qu'en plus des 60 passagers du train, plus d'une centaine d'enfants avaient été pris en otage, la situation est devenue catastrophique. Que pouvions-nous faire avec la vie de tant d'enfants en péril? La police dresse des périmètres de sécurité autour des deux sites et appelle des renforts. Les terroristes ont scellé l'accès à l'école. À La Haye, 2 pelotons de combat des Royal Dutch Marines sont déployés. Ils forment l'escouade d'élite antiterroriste des Pays-Bas.
Ces commandos aguerris sont disponibles 24 heures par jour. Ils peuvent être déployés partout au pays en moins de 90 minutes. Kees Kommer était alors le commandant adjoint de l'unité de tireurs d'élite des Royal Dutch Marines. La police militaire nous a appelés. L'unité de combat rapprochée devait se rendre à Assen. Nous nous sommes pressés de les rejoindre pour le rassemblement. Une équipe est déployée dans le périmètre autour du train. Nous avons immédiatement fait appel aux Marines. Comme ils doivent être disponibles en tout temps, ils sont arrivés sur les lieux en moins d'1 heure. Une deuxième unité cerne l'école. La police fait les premiers pas et tente d'établir un lien téléphonique avec les terroristes. Dans un premier temps, un officier de police leur propose un téléphone. S'ils veulent communiquer, ce qui est toujours le cas, ils vont faire connaître leur demande. Les Moluquois ont un plan. Ils savent que les Marines ne peuvent faire feu aveuglément sur une école bondée d'enfants. Le centre de coordination des deux opérations est installé près du train. Les nouvelles en provenance de l'école sont inquiétantes. Les terroristes refusent d'ouvrir le dialogue. Les Marines observent l'école et attendent. La discipline est très importante dans notre unité. Seul le centre de commandement de tir peut nous donner l'ordre de faire feu. Les politiciens et le centre de gestion de crise se chargent des négociations. À La Haye, le commandant des Royal Dutch Marines explique au comité de gestion de crise son plan d'urgence. Avec tant de vie en jeu, les règles d'engagement doivent être bien comprises par tous. Les Marines devaient avant tout mettre un plan d'urgence au point. Advenant la mort d'un otage, ils entreraient en action et prendraient d'assaut le train et l'école. Ce plan comportait malheureusement des risques pour les otages. Le plan d'urgence est basé sur le pire scénario, mais faute de renseignements précis, les hommes devront s'en contenter. Pour élaborer une stratégie moins risquée, il faut davantage de temps. C'est pourquoi il est important que le gouvernement parvienne à entraîner les terroristes dans de longues négociations. La nuit tombe et ces derniers ne se sont pas encore manifestés. Des experts tentent de dresser leur profil pendant que les Marines étudient deux scénarios de siège différents. On doit tout d'abord savoir à qui on a affaire. Qui sont ces terroristes? Comment agissent-ils? Sont-ils violents ou non? Et sont-ils intelligents? Il faut un certain temps pour recueillir tous ces renseignements. Selon les employés du train qui ont réussi à s'enfuir, les terroristes sont des Moluquois. En 1977, près de 40 000 de ces réfugiés d'une ancienne colonie néerlandaise en Indonésie vivent aux Pays-Bas. Apatrides, ils sont vus comme des parias en Indonésie. On leur refuse la citoyenneté néerlandaise. 18 mois plus tôt, un premier groupe de Moluquois radicaux a attiré l'attention de la presse mondiale en détournant aussi un train. Mais le plan comporte des failles et il se termine dans un bain de sang. 3 personnes y perdent la vie. Ils ont tué le conducteur en tirant à travers la porte. Ils ne l'avaient pas visé.
Les 2 autres victimes ont cependant été abattues délibérément. Les terroristes voulaient nous impressionner et nous forcer à satisfaire leurs demandes. Dans le train qui relie Rotterdam à Groningen, le passager George Flopper craint pour sa vie. Nous nous rappelions ce qui s'était produit 1 an et demi plus tôt. Nous craignons que le même scénario ne se répète. Les Marines tentent à nouveau d'établir le contact avec les terroristes. Cette fois, ils dépêchent un technicien en sous-vêtements pour démontrer aux terroristes qu'il n'est pas armé. Chaque contact donne aux Marines l'occasion de recueillir des informations. À l'évidence, le terroriste qui vient chercher le téléphone est moluquois. Il remet au technicien une lettre adressée au gouvernement néerlandais. Les demandes des terroristes sont complexes. Ils exigent l'appui diplomatique des Pays-Bas en vue de la création d'un État indépendant aux îles Moluques. Et ils souhaitent aussi la libération de 24 Moluquois détenus dans des prisons néerlandaises. La plupart d'entre eux ont été arrêtés lors du détournement du train de 1975. Enfin, ils désirent qu'un avion les emmène dans le pays de leur choix. Ils donnent aux autorités jusqu'à 14 heures le lendemain pour satisfaire à leurs exigences. Sans quoi, ils feront exploser le train, ainsi que l'école et ses 105 enfants. Le gouvernement n'a que 30 heures pour réagir. Tandis que les commandos restent en place, le gouvernement néerlandais réussit finalement à établir la communication avec les terroristes moluquois. Le comité de crise confie à des psychiatres la tâche d'entamer les négociations. Le docteur Henk Havinga doit d'abord identifier le chef du groupe et s'assurer qu'il reste calme. L'homme à qui il s'adresse se fait appeler 747, d'après le numéro de route du train. Il a répondu « Ici 747 ». Nous nous sommes toujours adressés au même homme. Ensuite, nous lui avons demandé s'il avait besoin de quoi que ce soit, de la nourriture ou de l'eau par exemple. C'était l'été, il faisait très chaud. Il a répliqué « Non, 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 je veux partir à l'instant ». Le gouvernement est catégorique sur un point. Nous lui avons dit « Les enfants doivent absolument être relâchés immédiatement ou nous ne prendrons même pas la peine d'étudier vos demandes. Ce que vous venez de faire est inacceptable. » Non seulement le terroriste refuse, mais il ajoute une autre demande à sa liste. Il voulait qu'une ligne téléphonique soit établie entre le train et l'école. Nous avons accepté, mais bien sûr, nous les avons mis sous écoute. Il était préférable de connaître le contenu de leur conversation et ainsi éviter de mauvaises surprises à un endroit ou à un autre. Par le biais de l'écoute téléphonique, le comité apprend que les terroristes qui contrôlent l'opération sont ceux qui se trouvent à bord du train. Celui qui se fait appeler 747 prend toutes les décisions. Le lendemain, mercredi, l'échéance fixée à 14 heures se rapproche de plus en plus. Les voix qui parviennent de l'école inquiètent les parents des enfants captifs. Les terroristes ont voulu exercer des pressions sur le ministre de la Justice en plaçant les enfants devant les fenêtres de l'école et en les faisant scander « Nous voulons être libres, nous voulons sortir. Monsieur le ministre, redonnez-nous notre liberté. » C'était pénible à voir.
Les terroristes menacent de lancer des grenades dans le groupe d'enfants. Le directeur Van der Vliet est résolu à les protéger coûte que coûte. J'ai consulté les professeurs. Nous étions tous d'accord sur le fait qu'il était impensable de les laisser envoyer une grenade au milieu du groupe d'enfants. Nous avons convenu que si une telle chose devait se produire, celui ou celle d'entre nous qui serait le plus près de la grenade se jetterait dessus. Terrifiés, les parents encerclent l'école. Les Marines sont prêts à mettre le plan d'urgence en branle. Il consiste à attaquer les deux groupes de terroristes simultanément. Peu avant la première échéance, nous étions tous au centre de gestion de crise, plantés là, sans se regarder. Nous retenions notre souffle en nous demandant ce qui allait arriver. Les autorités attendent avec anxiété le début de la fusillade. 169 vies sont en danger. Le compte à rebours tire à sa fin. Les Marines préparent leur armement. Le commandant adjoint Keith Comer donnera l'ordre d'attaquer les deux cibles si un seul otage est touché. Le plan opérationnel est toujours fait sur mesure parce que la situation n'est jamais la même. Nous devons évaluer toutes les tactiques possibles, déterminer de quel endroit nos tireurs auront le meilleur angle de tir et ainsi de suite. Le plan va comme suit. Une fois que tous nos tireurs ont un terroriste ou un tango en mire et qu'ils nous le confirment, nous leur donnons l'ordre de faire feu. Tous les tangos doivent être éliminés. Absolument tous. Hank Avinga, le négociateur, continue de parler aux terroristes. L'échéance approche. Une des choses les plus difficiles à réussir lors de négociations avec des terroristes, c'est de les convaincre de repousser l'échéance. Ça nous permet de gagner du temps, ce qui est crucial. Quand l'horloge sonne 14 heures, le directeur Van der Vliet se prépare au pire. Le moment le plus dangereux pour la survie des enfants a été lorsque l'heure fatidique de 14 heures a sonné. 14 heures. Les Marines se préparent à envahir l'école. Ils n'ont malheureusement pas eu le temps d'amasser assez de renseignements. La vie de 105 enfants est en danger. Et ils ignorent toujours où se trouvent exactement les terroristes dans l'immeuble. Toos Faber, alors membre du comité de gestion de crise, nous raconte. When the deadline expired, 15 minutes seulement après l'échéance, nous avons enfin pu respirer un peu. Il ne s'était rien passé. Pour l'instant, les négociations semblent porter fruit. Mais si les pourparlers doivent de nouveau cesser, les Marines seront prêts à intervenir. Les stratèges élaborent un plan afin de neutraliser les terroristes sans risquer la vie des otages. Pour ce faire, ils doivent obtenir des renseignements précis sur l'intérieur de l'école et du train. Un peu plus tard dans la journée, les terroristes acceptent qu'on leur apporte de la nourriture. Chaque fois, les commandos peuvent recueillir des informations sur eux et leur armement. Il ne leur reste plus qu'à déterminer leur nombre et leur position. À un certain moment, ils demandent des produits de nettoyage. Cela signifie qu'ils se préparent à un conflit prolongé.
Les négociateurs ont gagné assez de temps pour permettre aux Marines d'établir une surveillance électronique. La tâche de cacher des micros à l'intérieur risque de se révéler délicate. Depuis le début, les Marines tentaient d'introduire de l'équipement d'écoute dans le train. Ils en ont caché dans les caisses de nourriture, mais celles-ci ont été jetées hors du train. La seule solution qui reste aux Marines est de les installer eux-mêmes. Un spécialiste en électronique atteint la voie ferrée. Il installe de l'équipement d'écoute ultrasensible sous le châssis des wagons. Ces appareils retransmettront les conversations à bord du train directement au poste de commandement. Des caméras à infrarouge sont également dissimulées dans les arbres en bordure de la voie ferrée. Elles décèlent la chaleur des corps à bord du train et les traduisent en images thermiques. Ainsi, les Marines peuvent étudier les allées et venues des terroristes. Il leur est cependant impossible de faire de même dans l'école. Quatre jours après le début du siège, les terroristes relâchent un premier enfant. Astrid Tingen est gravement malade. J'avais tellement vomi que j'en saignais du nez et de la gorge. Mon professeur a insisté pour qu'on me libère. Bientôt, d'autres élèves tombent malades. Nous avons évacué la classe pour la transformer en infirmerie. Mais le nombre d'enfants malades a rapidement augmenté et nous ne savions plus quoi faire. L'un des terroristes consent à parler à un médecin. Ce dernier lui demande de lui décrire les symptômes des enfants. Il voulait notamment savoir si les enfants étaient fiévreux. La fièvre, reliée aux autres symptômes, pouvait indiquer qu'ils étaient atteints de la méningite. Cette infection, qui est très contagieuse, peut provoquer des dommages au cerveau et même être fatale si elle n'est pas soignée à temps. Les terroristes sont apparemment stressés par la situation, mais ils refusent toujours de laisser partir les enfants. Leur état de santé continue de se détériorer. Le comité de gestion de crise demande aux Marines de se tenir prêts à prendre l'école d'assaut. Si la vie des enfants est en danger, ils ne pourront plus attendre très longtemps. Aux Pays-Bas, deux équipes des Royal Dutch Marines travaillent jour et nuit pour résoudre un double siège. Des Moluques radicaux tiennent 60 passagers d'un train en otage, ainsi que 105 enfants dans une école élémentaire. Le quatrième jour du siège, Tos Faber, membre du comité de gestion de crise, apprend que plusieurs enfants sont gravement malades. Les enfants tombaient malades les uns après les autres. La situation alarmait les terroristes. Ils craignaient d'être contaminés à leur tour. Les terroristes relâchent les enfants les plus atteints. Au terme du 5e jour, dépassé par les événements, ils libèrent enfin les autres élèves. Les médecins qui examinent les enfants ne trouvent aucun signe de méningite. Ils sont incapables d'expliquer la cause de leur maladie. Le public croit toujours que nous avons empoisonné la nourriture des enfants, mais c'est faux.
Les enfants se remettent tous rapidement de l'épisode. En les interrogeant, les Marines apprennent combien de terroristes sont barricadés dans l'école et quelle est leur routine de surveillance. Ces informations sont nécessaires au sauvetage des enseignants et du directeur qui sont toujours tenus en otage. La libération forcée des enfants a porté un dur coup aux terroristes. Ils rappellent toutefois au gouvernement que leurs demandes doivent être prises au sérieux. Ils exigent que leurs compatriotes soient relâchés de prison et qu'on leur donne un sauf-conduit vers la destination de leur choix. Ils veulent aussi l'appui du gouvernement néerlandais pour l'indépendance des îles Moluques. Les terroristes ont fait sortir du train un, puis deux otages. Ils leur avaient mis une corde autour du cou et nous intimaient de satisfaire à leurs exigences, sans quoi ils les pendraient. Les négociateurs croient que c'est un bluff. Ils prient les terroristes de faire preuve de patience, étant donné que leurs requêtes sont nombreuses et complexes. C'est le moment que choisissent les Marines pour interrompre la communication entre les deux groupes de terroristes. Grâce à l'équipement d'écoute électronique, ils sont ensuite témoins de la montée de la tension à bord du train. Un passager tente de désarmer l'un des terroristes. Certains d'entre eux sont très agressifs. Deux hommes en particulier n'hésiteraient pas à tuer des otages. Les Marines apprennent que le chef de la bande, celui qu'on appelle 747, se nomme en fait Max Papilaya. Les terroristes lui obéissent au doigt et à l'œil. Papilaya sait qu'il doit éviter de faire du mal aux otages, sans quoi les Marines lanceront leur attaque. Au poste de commandement parviennent simultanément les images infrarouges et les conversations à bord du train. Le commandant adjoint Kees Comer peut ainsi suivre en tout temps les allées et venues de chacun des terroristes. Les passagers étaient placés dans plusieurs wagons. Les tangos, eux, occupaient différentes sections du train. La locomotive leur servait de poste d'observation, mais ils dormaient à l'arrière. Cette information est cruciale. La nuit, les terroristes dorment dans un compartiment séparé des passagers. Ils ont divisé les otages. Les femmes dorment dans la deuxième voiture. Alors que les hommes sont détenus dans la troisième. Les extrémités des wagons sont gardées par des Moluquois. La technologie de pointe des Marines leur fournit une vue de l'intérieur du train. Ils peuvent ainsi suivre les mouvements de chacun des terroristes. Grâce à l'équipement d'imagerie thermique dont ils disposent, les tireurs d'élite de Kees Comer seront en mesure d'abattre les Moluquois. Nos hommes peuvent tirer sur une cible située à 300 mètres d'eux, 5 fois d'affilée. Les tangos se trouvaient à seulement 100 ou 150 mètres de distance. Cela ne représentait donc pas de problème pour nous. On utilise toutefois 2 tireurs pour chaque cible afin d'être certain de la toucher. Le choc psychologique est ainsi atténué. Le tireur peut se convaincre que c'est son collègue qui a abattu le tango. Pendant que les Marines prennent position, le gouvernement néerlandais tente de trouver une solution pacifique à la crise. Afin d'éviter un bain de sang, les terroristes s'entendent avec le gouvernement pour que des membres célèbres de la communauté moluque agissent à titre de médiateurs.
La porte-parole du ministère de la Justice, Toos Faber, fait notamment appel à Yossina Sumokil, la veuve d'un héros moluque. Le mari de Madame Sumokil était un rebelle moluque. Il a été tué au combat et il est devenu une icône au pays. Le mandat des médiateurs était simple: ramener les terroristes à la raison et les convaincre de mettre fin au siège de façon pacifique. Selon les médiateurs, les terroristes tiennent Mordicus à obtenir un avion et un sauf-conduit vers un autre pays. Le gouvernement leur indique qu'ils accepteront à condition qu'un autre pays veuille bien les accueillir. En signe de bonne volonté, les terroristes relâchent Annie Brower, alors enceinte. Ils tentent ainsi d'éviter un assaut. Le conflit dure depuis maintenant 3 semaines et les autorités se demandent combien de temps encore les passagers pourront tenir le coup. L'ennui et l'anxiété auxquels ils sont soumis ne font pas bon ménage. Après 14 jours, les médecins nous ont prévenus que cette situation ne pouvait s'étirer indéfiniment. La santé des otages était sérieusement en danger. Le 19e jour, les médiateurs moluques se rendent au train une dernière fois avec la mission de convaincre leurs compatriotes de se rendre. Mais la rencontre produit l'effet contraire. Lors de sa dernière visite à bord du train, Madame Sumokil avait apporté une lettre avisant les terroristes que le Bénin, par des moyens détournés, leur offrait l'asile politique. Nous ignorions tout de cette offre. Par la suite, Max Papilaya, le chef des terroristes, est devenu irritable et il refusait de négocier avec nous. Les terroristes sont sans doute encouragés par ce sauf-conduit. Ils réitèrent leurs demandes initiales. En plus d'exiger un avion, Papilaya devient arrogant. Pour Henk Avinga, l'espoir de trouver une solution pacifique au problème était de plus en plus mince. Il y avait une atmosphère de confrontation. Il était très menaçant et il m'a lancé avec ironie « à Noël ». C'était 6 mois plus tard. Papilaya décide que s'il ne pouvait vivre libre, il mourrait pour sa cause. Il répète froidement au psychiatre qu'il tuera les otages si ses demandes ne sont pas satisfaites. Il est préférable de laisser les Marines mettre leur plan en opération avant qu'un drame ne se produise. Ils attaqueront donc les 2 groupes simultanément. Des cadres de bois bourrés d'explosifs serviront à faire sauter les portes des wagons. Des commandos pénétreront dans l'école à l'aide de chars blindés. Le matin qui précède l'attaque, la tension est palpable au sein des membres du comité de gestion de crise. Personne ne parlait. On n'osait à peine respirer tant la situation était angoissante. Qu'allait-il se passer et combien y aurait-il de victimes? Nous nous doutions qu'il y en aurait quelques-unes.
Les négociations ont échoué. Les Royal Dutch Marines doivent maintenant passer à l'action. Après 3 longues semaines, Toos Faber et le comité de gestion de crise abandonnent les négociations. Dans la matinée du 11 juin 1977, 2 unités des Royal Dutch Marines prennent d'assaut l'école et le train où des terroristes moluccois détiennent des otages. Les Marines ont défoncé les murs. Et ils ont fait ça au plus grand étonnement des professeurs et des terroristes. Les renseignements fournis par les enfants et la surveillance extérieure ont permis aux Marines de s'introduire sans risque dans l'édifice. Ils savaient à quel endroit les otages dormaient. Ils ont donc pu les éviter. Au cours des 3 semaines de préparation, les commandos ont découvert où les terroristes se trouvaient dans le bâtiment. Van der Vliet, le directeur, est soulagé. Les terroristes se rendent sans résister. Ils ont crié « Ne tirez pas, nous nous rendons ». À l'évidence, ils ne voulaient pas mourir. Les hommes n'ont pas fait feu. L'arrestation des terroristes se fait sans problème. Les professeurs sont enfin libres. Prendre le train d'assaut est plus délicat. Les otages sont nombreux et les terroristes plus agressifs. Les commandos débutent leur approche à environ 1 kilomètre de la voie ferrée. Un peu avant l'aube, les tireurs d'élite se mettent en position. Les Marines de Keys-Comer doivent s'assurer que les otages resteront immobiles pendant l'assaut. Ils mettent au point une tactique inusitée. Le plan consistait à faire voler des avions à réaction juste au-dessus du train. Le vacarme des moteurs aurait pour effet de mettre les passagers à bord en état de choc. À 4h48, des avions de chasse néerlandais frôlent le train. Ils sont à seulement 30 mètres du sol. Ils ont piqué vers le train. Pour se redresser, ils ont mis les réacteurs en post-combustion, ce qui a causé un vacarme terrible. Des flammes ont surgi des réacteurs. Les avions émettent un vombrissement assourdissant. Comme prévu, George Flopper et les autres otages se précipitent au sol. J'étais caché sous mon siège et j'ai aperçu des flammes à l'extérieur. J'ignorais qu'il s'agissait d'avions de chasse. On entendait des coups de feu, en plus du vacarme causé par les réacteurs. Des mitrailleuses criblent le premier wagon de balles perforantes. Un transport de troupes blindées prend position aux côtés des tireurs. Six des 9 terroristes sont tués sur le coup. Les tireurs d'élite surveillent l'espace entre les voitures afin d'empêcher les derniers Moluccois de s'enfuir. Tant que les otages sont couchés au sol, ils ne courent aucun danger.
Nous avons ciblé certains wagons en premier. Pendant que les tireurs d'élite visaient les extrémités pour en bloquer les sorties, les mitrailleurs tiraient dans le compartiment. Dès que nous avons arrêté, les commandos se sont rués sur le train. Ils s'y sont introduits après avoir fait exploser les portes. Waar de commandant mee in contact stond, commandant en commandant, kreeg het sein veilig, kon optrekken naar de trein. Des équipes constituées de 3 Marines chacune envahissent les wagons. Alles klaar? Ils sont entrés dans les différents wagons. Chaque groupe de Marines était assigné à l'un d'eux. Le dernier survivant des terroristes, qui était aussi le plus jeune, avait si peur qu'il a tenté de s'enfuir. Mais on n'échappe pas facilement aux Marines. Jij, opstaan! Geen beweging op het schiet! Jullie ook! Opstaan! Les commandos font une découverte macabre en pénétrant dans la voiture réservée aux femmes. Une jeune fille a été tuée lors de la fusillade. Ce que nous ne savions pas, c'est qu'un otage, une jeune fille, s'était endormie sur une plateforme, alors que les otages dormaient habituellement dans les compartiments. Hou het zo! Oké! Blijf zitten! Ja! Niet bewegen! Niet bewegen! Niet bewegen! Allemaal blijven zitten! Jullie! Niet bewegen of ik schiet stil! Handen omhoog! Kijk daar! De mariniers gaan de trein in. En zo na een minuut of... Les Marines ont pris le contrôle du train en seulement 10 minutes. Zeg maar dat ik denk, het is gelukt. J'étais très fier de nous, mais je me demandais combien de Marines avaient été tués. Heureusement, ils étaient encore tous en vie. Après 20 jours de captivité, la plupart des otages sont épuisés et confus. Certains d'entre eux doivent être évacués sur des civières. En tout, les Marines ont sauvé la vie de 167 personnes. Hélas, 2 otages sont morts lors de ce terrible épisode de violence. Un autre otage s'était levé pendant la fusillade. À notre grand regret, cet homme a été tué. 2 Marines sont blessés au cours du combat. 6 des 9 terroristes sont abattus, dont leur chef, Max Papilaya. 25 ans plus tard, on considère toujours que cette mission, qui était alors jugée impossible, a été un succès sur toute la ligne. Zeker gezien het feit dat je je doelen niet zag. Nous avons éliminé la majorité des terroristes sans même les voir. Par-dessus tout, nous avons sauvé presque tous les otages. D'un point de vue opérationnel, la mission a été un succès. Les 3 terroristes capturés ont passé 9 ans derrière les barreaux. Ils ont recouvré leur liberté depuis longtemps. La résolution de cette double prise d'otage est encore un fait marquant de la lutte au terrorisme. Un tireur d'élite sait bien qu'un jour ou l'autre, il aura à tuer quelqu'un, et cette pensée n'est guère réjouissante. Pourtant, 25 ans plus tard, je crois toujours que le déploiement de notre unité était justifié.
Nous avons reçu l'ordre d'éliminer la menace et c'est ce que nous avons fait. Wisten we dat de tango's in die objecten zaten. Aujourd'hui encore, les Royal Dutch Marines continuent de combattre le terrorisme aux Pays-Bas, ainsi que dans le reste du monde, de concert avec l'OTAN. Le double siège de mai 1977 demeure leur plus célèbre mission. Et elle continue d'être étudiée par les unités antiterroristes du monde entier.